Merci. Je remercie le Centre régional de l'information géographique de m'avoir invité à cette journée importante. Et je remercie aussi Romain Buchot donc, de m'avoir proposé d'ouvrir la séquence un peu technique de l'orthophoto et donc de m'avoir confié cette tâche un petit peu difficile. Je l'ai appelé ma présentation donc, de la photo à l'orthophoto, maîtrise de la qualité. C'est-à-dire que je vais essayer de présenter les quelques étapes principales constitutives d'une orthophoto, les points principaux de la qualité d'un produit orthophotographique. C'est illustré d'exemples de l'hygiène, mais ça ne veut pas dire que c'est la description de la manière dont l'hygiène travaille. J'ai essayé de prendre un certain recul par rapport à la pratique professionnelle. Donc effectivement, je travaille au service des bases de données images au sein de la direction de la production de l'IGN, où j'encadre une équipe qui est chargée d'entretenir les spécifications du produit, qui est chargée de maintenir les logiciels existants, qui est chargée d'introduire les innovations dans les chaînes de production, de manière à avoir des produits en constante amélioration, ainsi que Didier Moissel a rappelé tout à l'heure. Alors, je ne vous rappelle pas qu'une orthophoto, comme ici sur une zone que vous reconnaissez, qui est notre zone ici, je ne vous rappelle pas qu'une orthophoto, c'est une image photographique qui est du territoire, qui est superposable à une carte. Là, j'ai juste fait une copie d'écran du géoportail. Et donc, nous sommes du côté du forum qui est au milieu, pile poil au milieu. Ouais, voilà. Alors, je vais vous donner des points de repère sur la production elle-même en 7 points. Donc, je vais vous décrire 7 étapes de la production sans forcément rentrer dans beaucoup de détails, sauf peut-être de temps en temps. Alors, la première étape, c'est l'acquisition des images numériques. Alors, ça peut être des images aériennes, des images satellitaires. On n'entre pas dans le détail. Est-ce qu'elles sont prises de loin ou de près? En fait, ça dépend vraiment d'une combinaison de facteurs. On a le capteur ici qui est en l'air. Je vous parle de prise de vue verticale. On a le terrain qui est en bas. Et puis, on a un photosite qui est l'élément numérique atomique et qui enregistre l'information radiométrique qui vient du sol. Et sur le sol, on parle de pixels de l'image ou de pixels terrain, un pixel à 50 cm, un pixel à 20 cm. Et puis on a une relation entre les deux, puisque le photosite enregistre globalement un pixel. Alors les radiomètres diraient que ce n'est pas tout à fait vrai, ça dépend un petit peu du contraste de l'énergie lumineuse locale qui est renvoyée vers le ciel, mais le modèle géométrique est celui-ci. Donc on a un pixel terrain qui est lié à un photosite, qui est lié en fonction de la hauteur de vol, qui est lié avec la focale du capteur, et puis on a deux triangles qui sont homologues entre dans ce qui se passe dans le capteur et ce qui se passe sous l'avion, entre la hauteur de vol et le pixel terrain, et puis entre la focale du capteur et la taille du photosite. Et donc on a une relation de Thalès entre les deux, donc on a une taille du photosite divisée par la focale du capteur qui est égale au rapport de la taille du pixel terrain par la hauteur de vol. Donc si on veut un pixel terrain très faible, soit il faut une taille de photosite très faible aussi, soit il faut une focale de capteur plus longue, soit il faut voler plus bas. Voilà. Il y a toute une combinaison. Donc à quelle hauteur on vole, ça dépend vraiment des combinaisons de la taille du photosite dans le capteur, de la focale du capteur et de la taille du pixel terrain qu'on souhaite. Voilà, en gros, le modèle géométrique. Alors, l'acquisition aérienne, en fait, ce n'est pas une image, c'est de multiples images. Et ces images multiples, elles sont en recouvrement. C'est-à-dire que l'avion vole successivement, il prend des images. Chaque image se superpose à la précédente. Et puis, l'avion fait un demi-tour. Il prend à nouveau des images qui se superposent entre elles dans cette bande de vol. Mais cette nouvelle bande de vol elle-même, elle se superpose à la précédente. Le territoire est acquis plusieurs fois. C'est valable en aérien, c'est valable en satellite aussi. Et du coup, en aérien, on arrive avec des prises de vue actuelles à des chantiers qui font 3000, 4000, 5000, plus de 10 000 images parfois, ça dépend du nombre de pixels qu'on souhaite avoir. Et donc l'idéal quand même, c'est de le faire sur une période de temps resserrée pour que le paysage n'évolue pas trop, le paysage qu'on photographie, pour que sur le département entier ou sur la région entière, on soit en l'été 2012, l'été 2013, ou sur juste une semaine de vol, ou dans l'idéal, c'est 2 jours de vol pour un département. Alors, c'était la première étape d'acquisition avec les principaux paramètres. Je vous parle de la seconde étape de la production de l'orthophoto, qui est celle de l'orientation des images.
pour l'acquisition des images. On a une présentation tout à l'heure hein, par Aeroscan, donc on entrera sans doute dans plus de détails. L'orientation des images, donc Didier Moissen nous a présenté tout à l'heure des évolutions liées à l'orientation des images. L'orientation des images, c'est fait à partir de données qui sont enregistrées en vol, à partir de la centrale inertielle ou du GPS embarqué. On a des données de positionnement de l'image qui peuvent suffire pour certaines applications. Ça peut être aussi des traitements à partir de ces éléments d'orientation qui donnent une précision supplémentaire, et donc on parle d'aérotriangulation quand on a des images aériennes, on parle de spatiotriangulation quand on a des images spatiales, et puis on peut s'en contenter, on a des traitements globaux sur les données embarquées, mais aussi on peut y ajouter des points de référence connus sur le terrain qui nous permettent de bien appuyer ces traitements globaux. L'orientation des images, quel est son but en fait? Donc j'illustre ici, on a une image aérienne qui a été acquise, on la situe ici dans un référentiel XYZ, on a un point de l'espace, et on se demande, étant donné un point de l'espace, où est-ce qu'il apparaît dans l'image? Alors ça dépend de certaines caractéristiques de l'image, par exemple le centre de l'image, la position du sommet de prise de vue, hein, de la distance focale de la caméra. Et en fonction de ces paramètres optiques, eh bien, un point de l'espace sera vu dans l'image en un certain pixel, en un certain photosite de l'image. Et l'orientation, ça consiste à, traduite en termes mathématiques, on a un repère dans l'image aussi, les lignes et les colonnes de l'image. En termes mathématiques, si on cherche, étant donné un point terrain, un point de l'espace x, y, z, en bleu, grand X, grand Y, grand Z, de certains paramètres focal, centre de symétrie, sommet de prise de vue, enfin bon. On cherche à avoir la fonction qui nous dit dans quel point de l'image on va tomber quand on a un point de l'espace. Voilà pour l'orientation des images. Après, troisième étape de la production d'une orthophoto, quand on a des images, et bien en fait, c'est d'avoir ce qu'on appelle une égalisation des images, une égalisation colorimétrique ou, mieux encore, radiométrique, puisque avec les caméras numériques, on a une mesure radiométrique du signal de réflectance renvoyé par le sol en fonction de son illumination. Donc, en quoi consiste l'égalisation des images? Ça consiste à conférer aux images une apparence similaire, qu'il n'y ait pas une image qui soit trop blanche, une image qui soit trop foncée. Et à l'IGN, alors je prends juste l'exemple de l'IGN, mais il y a d'autres manières de faire de l'égalisation, c'est qu'à l'IGN, on modélise les conditions effectives de l'éclairement de la scène photographiée. Donc la scène photographiée, c'est le sol, le photographe, c'est l'avion, l'éclairement, c'est la position du soleil. Et bien, en fonction de la position respective du sol, du capteur et du soleil, on a des éclairements différents du paysage, et l'égalisation physique à l'IGN consiste à modéliser la configuration géométrique, les quantités d'éclairement, l'énergie lumineuse enregistrée au moment de l'acquisition de l'image numérique, pour avoir des images qui sont homogènes les unes avec les autres. Alors voilà par exemple des images différentes qui sont juxtaposées avant les traitements d'égalisation physique. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un littoral, mais d'un littoral qui connaît les marées. Excusez-moi, je suis allé les chercher en Bretagne. Mais ce n'est pas les marées qui sont intéressantes ici. Ce qui est intéressant, c'est la variation effectivement d'aspect des images. Et bien, par les traitements de correction de l'éclairement, on arrive à avoir un aspect plus homogène. Quatrième étape dans la création d'une orthophoto, il nous faut un MNT. Alors, de même qu'il nous fallait des images, il nous faut un MNT. Voilà un modèle numérique de terrain ici, un petit peu ombré. Alors, soit on peut prendre un MNT qui existe déjà, soit on peut chercher à obtenir un MNT spécifique avec une acquisition LIDAR, par exemple. Ou alors, ça peut être un MNT aussi qu'on calcule spécifiquement à partir des images qu'on a acquises pendant l'été, parce que par des méthodes de photogrammétrie, par des méthodes de corrélation entre les faisceaux perspectifs, on peut en déduire l'altitude des objets qui sont vus sur des images différentes grâce à la stéréoscopie. Et donc, on peut aussi calculer spécifiquement un MNT. Mais donc, le MNT, c'est un élément d'entrée nécessaire à la réalisation de l'orthophoto. Pourquoi? Pour l'étape 5, puisque ici, on a une ortho-image à faire. Alors, l'ortho-image à faire, il faut imaginer qu'on est dans le plan de la carte, ici, et on a c'est une image qui est dans le plan de la carte et qui est constituée de plein de petits pixels qu'il faut coloriser. Mais on ne sait pas encore coloriser ces pixels. On dispose d'un MNT, ce qui fait que pour chaque pixel de l'image, de l'ortho-image à coloriser,
on connaît ses coordonnées x, y, et puis grâce au MNT, on connaît son altitude, on connaît son z. Ah, bah comme on avait l'équation photogrammétrique dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'orientation de l'image, bah, quand on a l'image maintenant, en fonction de ses caractéristiques, quand on a un point de l'espace, hop, on a son orientation, on sait où aller chercher dans l'image l'information colorimétrique, l'information enregistrée lors de la prise de vue. Ça a une petite couleur, et ben c'est cette couleur qu'on va attribuer dans l'ortho-image à faire. Donc il y a quelques interpolations nécessaires, on ne tombera jamais pile poil au milieu d'un pixel de l'image quand on est au milieu d'un pixel de l'ortho-image, mais enfin, le principe est là. Et donc voilà comment on va constituer notre ortho-image. Donc voilà à partir d'une image aérienne, cette image ne se superpose pas particulièrement bien à la carte. Hein. Eh bien, à l'issue de l'orthorectification, l'image elle est géométriquement déformée pour se conformer à une mise en projection cartographique. Et ben là, maintenant, effectivement, elle se superpose nickel à la carte. Alors, on a eu une image qu'on a orthorectifiée. Maintenant, on en a plein, on en a des milliers d'images hein, sur un territoire à couvrir. Et ben, il faut faire ce qu'on appelle le mosaïquage. Alors, le mosaïquage, c'est découper dans chaque ortho-image, puisque comme les images se recouvraient, les ortho-images se recouvrent aussi. Il s'agit de découper dans chaque ortho-image la portion d'image qui contribuera au puzzle global pour avoir une continuité sur l'ensemble du territoire. Et grâce au recouvrement, on a une certaine latitude pour trouver le découpage. Alors un découpage purement géométrique, c'est ce qu'on appelle les diagrammes de Voronoi. Donc les points rouges, ce sont les sommets de prise de vue quand on les projette dans le plan cartographique. Eh bien, on peut se dire, tiens, on va attribuer à la portion de l'image finale les pixels de l'image qui sont plus proches d'un nadir rouge comme cela que de tous les autres nadirs. Cette structure mathématique qui réalise cela s'appelle un diagramme de Voronoi. Donc on peut créer un diagramme de Voronoi pour créer le mosaïquage. Ce qu'il y a, c'est que ça va donner des limites un peu trop franches, qui seront très visibles, je le verrai dans une autre diapositive, et qu'on préfère effectivement avoir un découpage qui est beaucoup plus discret sur le terrain, et quasiment invisible. Alors pourquoi est-ce qu'on préfère avoir une limite moins invisible? Parce qu'ici, par exemple, on aurait le diagramme de Voronoi, on a une image en haut, une image en bas, qui sont jointes par qui sont découpées, deux pièces du puzzle qui sont découpées droit par cette limite. Alors je ne sais pas si c'est très évident de là où vous êtes. Ce qu'il y a, c'est que quand même, on a découpé droit, mais ici, on voit ce découpage, parce qu'il y a des toits qui sont coupés, parce qu'il y a certaines discontinuités. Et donc en fait, on va faire passer donc, un algorithme automatique qui cherche une ligne optimale dans les détails homologues d'une image et d'une deuxième image, pour trouver un chemin qui zigzague et d'une manière qui rend moins visible la ligne de raccord entre les deux images. Et alors pourquoi est-ce que les toits sont coupés? Parce qu'on a orthorectifié sur un MNT. Hein. Je me suis mis dans le cas où on faisait une orthorectification sur un modèle numérique de terrain. On n'était pas dans le cas d'une ortho vraie. Quand on rectifie sur un modèle numérique de terrain, on n'a que l'altitude des points au sol, ce qui fait que ce qui est en l'air se balade un petit peu quand c'est orthorectifié. Et puis, si dans une image, il se balade d'un côté, dans l'image voisine, il se balade d'un autre côté, la manière dont les toits se raboutent n'est pas géométriquement correcte, puisque ce qui est géométriquement correct, c'est juste ce qui est au sol. Alors après, la dernière étape hein, dans notre création d'orthophotographie, c'est le formatage du produit, c'est-à-dire que voilà, on a créé notre zone globale et puis elle a une certaine apparence, on est content, c'est à peu près homogène. On vérifie quand même que l'aspect global soit pas améliorable, donc on améliore un petit peu l'aspect global ici. Donc ici, on a retiré un petit peu de rouge, on a un petit peu éclairci et puis ça nous donne une apparence un peu plus agréable à cette image. On le fait en RVB et puis on le fait quand on a d'autres canaux enregistrés tels que l'infrarouge. On le fait aussi sur le canal infrarouge. Donc ça c'est Mayotte en infrarouge. On fait le dallage, on découpe en dalles kilométriques qui sont des unités de livraison qui permettent de manipuler les gigas de données que constitue l'ortho qu'on avait mentionné tout à l'heure. On s'encombre avec des gigas et des centaines de gigas de données. C'est pas qu'on a un fichier image qui fait des centaines de gigas, c'est qu'on a
des milliers de dalles kilométriques de 1 sur 1 km, des fichiers images de 1 sur 1 km qui sont eux-mêmes des images. Mais il faut préparer ces dallages, il faut découper la mosaïque globale en unités exploitables dans les systèmes informatiques. Et puis il faut surtout des métadonnées pour pouvoir exploiter, sans trop se casser la tête, les orthophotos. Alors les métadonnées, c'est certainement ce qu'il y a de plus beau dans l'orthophotographie. Il y a des structurations prévues en XML, vous avez peut-être entendu parler des formats ISO 19115, ISO 19139, enfin bon voilà, en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas à lire par l'être humain, heureusement, c'est quelque chose qui est à lire par les ordinateurs pour qu'il y ait une certaine interopérabilité, pour que quand vous chargez un lot d'images, un lot de dalles kilométriques, eh bien par exemple l'ordinateur sache en quel système de projection, de quel système de projection il s'agit, quelles sont les dates de prise de vue, etc. Juste parce que vous me donnez l'occasion, ils savent tout ce que c'est puisqu'ils déposent tous de la donnée sur le site du CRI. Obligatoirement il y a un jeu catalogue, il faut qu'ils mettent une métadonnée. Ok, donc, voilà. Ils sont tous administrateurs de données, il le faut. C'est ironique, mais merci pour le message, mais ça peut être un peu plus sexy que ce qu'on a vu en XML. Ah bon? Ah d'accord. On utilise un outil. Merci de l'avoir bien vendu d'ailleurs. Bon, en tout cas, les métadonnées, c'est quand même crucial, quoi. C'est l'accès à l'information, quoi. Sans ça, enfin justement, effectivement, dans un géocatalogue, on a les métadonnées d'accès qui permettent de retrouver soit par des interfaces qu'on consulte soi-même, soit par des interfaces qui sont questionnées par des systèmes informatiques, qui permettent de savoir quelles données existent, à quelle résolution, à quelle date, etc., quoi, sur quelle zone. Et puis il y a l'empaquetage, il y a effectivement la livraison, donc sur support, par flux, etc. Alors voilà pour les 7 étapes de production. Maintenant, je voulais parler de la maîtrise de la qualité en 6 points, juste pour mettre le focus sur 6 aspects d'une ortho et de la qualité d'une ortho pour les avoir en tête, quoi. Enfin, voilà. Alors d'abord, le premier point, c'est quand même l'exhaustivité de l'information géographique. Est-ce que toute l'information géographique qu'on attend dans une orthophotographie, elle est effectivement visible? Donc une fois qu'on s'est fixé, qu'on s'est mis d'accord sur les spécifications de l'ortho, sur sa résolution, etc., sur son emprise, après il faut voir est-ce que l'information géographique elle est exhaustive, donc notamment est-ce que la couverture image elle est complète, donc là l'avionneur ou l'imageur a une grande responsabilité, il faut que toutes les images soient disponibles. Ça, c'est le premier aspect. Un autre aspect de l'exhaustivité, c'est est-ce qu'il y a du terrain qui ne serait pas masqué par du sursol? Parce que comme on orthorectifie sur un MNT, il peut y avoir des portions du terrain qui sont masquées par du sursol. Ici, je l'ai illustré par un arbre. On est dans l'image. Cet arbre, il occupe une certaine portion de pixels dans l'image, ce qui fait qu'il a une hauteur, en fonction de sa hauteur h et de sa distance par rapport à l'image. Ce qui fait qu'il y a une certaine portion du terrain qui est masquée, qui n'est pas visible sur l'image, donc qui ne sera pas visible sur l'ortho. Au contraire, on verra le côté de l'arbre ou le côté du bâtiment, tout ce qui est le côté de ce qui est en sursol. Et puis en fait, entre ici la portion de terrain masquée et puis la hauteur de l'arbre, et puis la distance de l'arbre au nadir de la prise de vue, ce qui est à la verticale du sommet de prise de vue, et puis la hauteur de l'avion, en fait on reconnaît, on a deux triangles rectangles qui sont homologues. Donc on a une relation assez simple entre la portion de terrain masqué, la hauteur de l'arbre et la distance par rapport au nadir, qui dépend donc de la hauteur de l'arbre. Donc c'est la hauteur de l'arbre ou de la hauteur du bâtiment, et puis de la distance par rapport à la hauteur de vol. Et puis en fait ce facteur-là, on l'appelle le D vert. C'est en fait la tangente de l'angle ici sous lequel on voit cet arbre ici. Donc effectivement, l'indication du D vert maximal dans une orthophoto, ça permet d'avoir une idée un peu de l'exhaustivité de l'information qu'on aura dans l'image. Et donc une manière d'avoir un D vert maximal plus faible, c'est d'avoir des acquisitions plus denses, plus resserrées, avec des images qui font... Avec le capteur de 4000 sur 4000, on parlait d'Didier Moisset tout à l'heure, on avait des images assez resserrées. Quand on a des grands capteurs, il faut continuer d'avoir du territoire qui est vu de manière assez serrée, donc il faut des recouvrements assez forts entre les images. Alors, l'exhaustivité, il y a un cas limite entre ce qu'on voit et ce qui est masqué, c'est quand le rayon perspectif, par lequel le terrain est vu dans l'image, c'est quand le rayon perspectif est tangent à la pente. Ça crée des coulées de pixels, donc sur des reliefs ici, on voit sur l'image en bas, il y a la pente qui est vue
la pente du terrain qui est vue par le même rayon perspectif, et donc il y a des pixels qui s'écoulent. Alors on peut jouer sur la ligne de mosaïquage pour essayer de réduire la quantité de coulées de pixels dans une image. Alors bien sûr après, il y a est-ce que le terrain est masqué par des nuages ici, hein, il y a quelques nuages ici sur Mayotte, est-ce qu'il y a des reflets qui éblouissent aussi localement, donc il y a toutes sortes de paramètres qui peuvent masquer l'information géographique. Donc voilà, il faut voir en fonction de la météo. Et puis, est-ce qu'il peut y avoir du sursol qui disparaît? Je vous ai parlé des toits tout à l'heure qui se baladaient. Ben, parfois, lors du mosaïquage, ils peuvent partir. C'est dommage de perdre cette information. Donc, on peut être attentif à l'exhaustivité de l'information géographique. Un deuxième point, c'est l'exactitude en positionnement, hein, l'exactitude planimétrique, de positionnement planimétrique absolu. C'est sans doute la caractéristique à laquelle on est la plus sensible quand on utilise une ortho, c'est est-ce qu'elle est bien positionnée. C'est-à-dire, en fait, la question que ça recouvre, ça, c'est quand je mesure sur l'ortho les coordonnées d'un détail au sol, ces coordonnées sont-elles exactes? C'est ce que je cherche à savoir. La précision ou l'exactitude planimétrique absolue d'une ortho, c'est je vois un détail, je mesure ses positions à travers l'ortho, ce détail il est au sol sur le terrain, est-ce qu'il est vraiment à ces positions-là dans la vraie vie? Et donc, pour avoir une idée de la manière dont on s'écarte, on peut faire des mesures statistiques d'écart sur un échantillon de données de référence, et puis on peut faire une synthèse statistique sous la forme d'écart moyen quadratique, qui est la manière dont on raisonne un peu à l'IGN, ou sous la forme des classes de précision, comme le demande l'arrêté sur l'arrêté de 2003. Alors il y a deux causes d'inexactitude. Il y a l'inexactitude de l'orientation des images. De plus en plus, on a des orientations qui sont très précises. C'est une cause d'un second ordre de grandeur, et la première cause de l'ordre de grandeur, c'est l'inexactitude altimétrique du MNT, quand le MNT n'est pas très précis. Et on a une formule ici qui nous donne, toujours en fonction de la distance par rapport au nadir et de la hauteur de vol, toujours en fonction du rapport de la tangente de l'angle qu'on appelle le dévers, en fonction de l'erreur altimétrique du delta Z local, on a un petit facteur aussi supplémentaire. On a une erreur de MNT. Et puis, on peut prévoir la combinaison de ces deux erreurs quand on parle en termes de statistiques, de variance, de moyenne quadratique des écarts. On peut se dire que l'erreur moyenne, le MQ qu'on peut attendre sur l'ortho, c'est une combinaison quadratique des deux autres erreurs quadratiques. J'illustre peut-être, je vais peut-être aller très rapidement pour montrer d'où vient, en fonction d'une erreur de MNT, une erreur de position sur l'ortho, quoi. On a une image, on a le terrain, bon là je l'ai montré en pente pour introduire le petit epsilon de tout à l'heure. On a un pixel de l'ortho qui est à coloriser. Ce pixel de l'ortho, on s'attend à ce qu'il y ait un point terrain qui soit visible, qui soit représenté sur ce pixel de l'ortho. Donc quand on a le MNT qui colle avec le terrain, le Z qu'on aura trouvé pour ce point de l'ortho, ce sera le Z qui ira sur le terrain, et puis on ira chercher le bon point dans l'image. Maintenant on a une erreur de MNT. On a un delta Z. En fait, notre pixel de l'ortho, il va chercher un point un point XYZ, il va le chercher dans l'espace du fait de ce MNT. Et puis, en fait, ce point dans l'espace, par l'équation photogrammétrique, l'orientation de l'image, on va aller chercher un pixel dans l'image, qui en fait, lui, ce point du MNT, là, il est en l'air, donc il n'est pas enregistré par l'image. Ce qu'enregistre l'image, c'est ce qui est dans la direction du rayon perspectif et ce qui est le point terrain. Donc en fait, c'est cette couleur, c'est ce point terrain qui donnera sa couleur à l'ortho localement. Donc ici, on va avoir un écart planimétrique. Et puis donc, ça dépend de la pente du terrain, ça dépend de certains facteurs, d'où la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Bon. Donc c'est un petit peu technique, mais il n'y a pas besoin d'entrer dans l'équation. Il faut juste se dire, voilà, l'erreur de MNT, ça entraîne des décalages. Bon. Alors du coup, ça entraîne des décalages, et puis comme ça dépend de la distance par rapport au nadir, en fait, c'est des décalages qui sont zéro quand on est vraiment juste sous le sommet de prise de vue, puisque l'erreur de MNT ne joue pas sur l'orthorectification, mais quand on est sur le bord de l'image, l'erreur s'aggrave. Et donc du coup, voilà pourquoi on a des erreurs un peu radiales dans chacune des images qui composent la mosaïque. On a des erreurs planimétriques plus fortes sur le bord des images qu'au milieu des images.
Et du coup, ça peut expliquer aussi que deux orthos successives ne se superposent pas exactement. Vous l'avez sans doute constaté hein, avec toutes vos données. C'est que même si on a le même MNT, on a une certaine configuration de prise de vue, on a une autre configuration de prise de vue. Ben, quand on superpose les deux configurations de prise de vue, on avait des décalages dans un sens, enfin on avait des décalages centrés à partir centripète ou centrifuge à partir de certains nadirs. Ici, des décalages centripète ou centrifuge à partir d'autres nadirs. Et ben, la combinaison des deux, ça nous donne des écarts qui s'expliquent, mais qui sont un peu inattendus. Donc là, c'est une modélisation. S'il y avait une erreur de MNT de 10 mètres, voilà ce qu'on obtiendrait entre deux PVA qu'on avait fait. Alors, donc, à propos de l'impact du MNT, du coup, on peut se dire qu'il faut un MNT précis. Oui, il faut un MNT précis. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi bien l'utiliser parce que par exemple, ici on a une image aérienne, on l'a orthorectifiée sur un MNT à la résolution de 1 mètre avec une précision de 40 cm, donc un MNT très précis, mais on voit apparaître du fait justement de coulées de pixels très locales, ici, de certaines imprécisions du MNT de 1 mètre, on voit ici que le marquage sur la route est un petit peu tortueux. Mais en fait, le MNT, il faut quand même bien l'utiliser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout hésiter à l'interpoler avec une fonction un peu plus forte, même si on a l'impression de dégrader la précision ou d'avoir une résolution plus faible. L'idée, c'est qu'il faut avoir quand même un MNT adapté à l'orthorectification. Alors, l'exhaustivité de l'image, la précision planimétrique absolue, et puis l'exactitude planimétrique relative désormais. Hein. C'est-à-dire que si je vois 2 détails au sol sur l'orthophoto, si je mesure des distances ou des positions relatives entre ces 2 détails, est-ce que ces mesures que je vais faire, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Donc on peut le faire plutôt le long de la ligne de mosaïquage, puisque c'est le long de la ligne de mosaïquage qu'on juxtapose des images. Au sein d'une image, la position de détail, de détail relatif, elle est excellente. C'est vraiment entre 2 images que ça va pas. Et puis on peut faire pareil, des synthèses statistiques sous la forme de MQ ou de classes de précision. Il y a 2 causes d'inexactitude. L'orientation des images, comme tout à l'heure, c'est 2 fois celle de l'aéro. Et puis l'inexactitude altimétrique du MNT, là cette fois c'est la même formule que tout à l'heure, sauf que c'est pas en fonction de la distance par rapport au nadir, c'est en fonction de la distance entre 2 nadirs successifs dans un même axe, ou entre 2 nadirs successifs entre 2 axes. Je ne vous donnerai pas la formule. Mais du coup, effectivement, on est attentif à vérifier l'exactitude planimétrique relative, puisque ici, par exemple, on a ce chemin qui est le même sur le terrain, mais il y a quand même une erreur de position qui introduit d'ailleurs une continuité dans l'apparence du paysage. Alors on peut jouer sur la ligne de mosaïquage, mais si on joue sur la ligne de mosaïquage, donc effectivement on a l'impression d'avoir une précision relative excellente sur le chemin, il continue, il est très bien, mais de toute façon on a une erreur planimétrique absolue qui est assez forte, puisqu'on est en bord d'image, et le trait rouge c'est le trait vectoriel qui montre la réalité. En fait, le trait rouge passe pile poil au milieu de la déformation des 2 images, parce qu'effectivement le MNT ici a un même impact pour l'image 1 et pour l'image 2. Alors, un autre point sur la maîtrise de la qualité, un autre point important sur la qualité de l'orthophotographie, c'est la lisibilité de l'information géographique. On s'est assuré que l'information géographique était présente, hein, est-ce que c'est exhaustif? On s'est assuré qu'elle soit au bon endroit absolu et relatif. Et puis on se demande, est-ce qu'elle est lisible? C'est-à-dire qu'il faut que les images soient nettes, quoi. Enfin, ça semble élémentaire de le dire, mais c'est quand même quelque chose. Il faut un minimum d'ombre pour souligner les détails, parce que si on n'a pas d'ombre du tout, si on a le soleil, l'avion et le terrain qui sont vraiment sur la même ligne, on n'a pas du tout d'ombre enregistrée dans l'image et on n'arrive pas à reconnaître vraiment bien les détails. On a l'impression d'un paysage plat, d'aplat peint même, plutôt que géographique. Et il ne faut pas de rééchantillonnage indu pour ne pas suréchantillonner des images acquises. On acquiert des images à 10 mètres, on pourrait faire des pixels orthorectifiés à 1 cm, hein, mais ça créera de toute façon une lisibilité distordue de l'information géographique parce que ça introduira du bruit, des choses comme ça. Alors ici c'est un exemple de flou, et alors le flou c'est très difficile à corriger. Si on n'a qu'une image et qu'elle est floue, c'est vraiment très difficile à corriger. On peut essayer de faire des tentatives, ici qui changent un tout petit peu la teinte aussi. Ce qu'il y a, c'est que le flou, ça joue sur une certaine échelle de visualisation aussi, quoi. Ici c'est flou, ici c'est un peu moins flou déjà, quoi.
même si on peut améliorer, quoi. Le flou ne joue que sur une certaine gamme d'utilisation. Donc à la limite, si on a des images floues, on peut peut-être essayer, si elles sont trop floues, pour des usages de communication, il faut peut-être s'arranger, bon, d'une part, peut-être pour confier à des infographes le soin de déflouter d'une manière qui trahisse la géographie, ou de se dire, de toute façon, c'est peut-être pas très grave en fonction de l'échelle d'impression de mes documents de communication. Alors, le point 4, c'était la lisibilité de l'information géographique, et le point 5, c'est est-ce que l'information géographique, elle se lit facilement, ou est-ce qu'au contraire, il y a des obstacles à la lisibilité de l'information qui détournent mon attention de la géographie. Alors typiquement, il y a la qualité de l'image numérique. Hein. Si l'image, donc il faut maîtriser les signaux radiométriques et électroniques, parce que si l'image est bruitée, on a du mal à rentrer dans le paysage que montre l'image, quoi. Il faut préserver l'équilibre des couleurs, il faut maîtriser le rapport signal-bruit. Enfin, sur l'image numérique, il y a une quantité de paramètres qui sont à maîtriser et qu'on pourrait lister jusqu'à demain, quoi. Ce qu'on entend dire quand même, c'est qu'il faut quand même, pour avoir une facilité de la lisibilité de l'information, c'est d'avoir des couleurs réalistes. Alors réaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la réalité de la prise de vue où il y a beaucoup d'images, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une image complète, mais l'image finale de l'ortho, c'est une mosaïque d'images avec chacune son individualité, et puis il y a quand même toujours quelque chose de l'individualité de chaque image qui ressort dans la mosaïque finale. Ça, c'est la réalité de la prise de vue, c'est le fait que les scènes éclairées le sont différemment, c'est qu'il y a du voile atmosphérique qui est dans les images, et puis qui peut varier au sein d'une campagne d'acquisition. Donc en fait, réaliste, est-ce que ça veut dire réalité de la prise de vue? Non, ça veut dire en fait, c'est une réalité idéalisée, c'est-à-dire qu'on voudrait une image de qualité homogène qui est réaliste à toutes les échelles de visualisation. Et ce qu'on aimerait avoir, donc justement, pour avoir une image de qualité homogène, c'est un continuum d'aspects, donc une homogénéité d'aspects de l'image. Mais donc là, il y a deux dimensions au continuum d'aspects. Il y a ce qui rompt le continuum d'aspects et qui a sa cause dans l'instrumentation, qui réagit différemment en fonction des conditions d'éclairement, ça on peut corriger. Et puis il y a le fait que le continuum d'aspect, en fait le terrain lui-même, la chose photographiée, peut changer entre deux prises de vue qui sont constitutives de l'ortho finale. Et là, on ne peut pas trop forcer un continuum d'aspect dans la mosaïque résultante. Alors la seule chose qu'on puisse faire, c'est de demander effectivement à l'avionneur, à l'acquisition, d'avoir des images resserrées, enfin des acquisitions resserrées dans le temps. Alors comment ça peut se mesurer? Ça peut se mesurer aussi par une marge colorimétrique le long de la ligne de mosaïquage, comme invite à le faire l'arrêté sur les classes de précision de 2003. Alors les couleurs réalistes, c'est toujours un compromis, parce qu'ici, par exemple, on a trouvé sur l'ensemble du département un réglage 1 qui vaut sur cette zone-là, qui est moins bien sur l'autre, parce que l'autre est un peu trop vert. Alors je ne sais pas comment ça rend à travers le projecteur, mais enfin bon, j'essaie de guider votre interprétation en vous disant ce que je vois et la manière dont on l'a... non, bon voilà. Et puis le réglage 2 qu'on a essayé sur la première zone, il est un peu trop rouge, alors que sur la zone, sur la première zone, il rend un aspect qui est correct. Donc en fait, il faut trouver toujours un compromis au sens des couleurs réalistes. Et donc si on a un compromis global pour avoir des couleurs réalistes sur l'ensemble du département, localement, il y aura peut-être des zones qui sont sacrifiées. Mais c'est assez difficile de pouvoir trouver le bon compromis qui convienne à tous. Alors voilà le continuum d'aspect, je vous illustre ici sur le 0,5 acquisition 2009, oui. Une rupture pour cause instrumentale, on a des conditions d'éclairement différentes, le capteur qui réagit différemment. La rupture pour cause instrumentale, on la corrige en fonction de la modélisation de l'égalisation physique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis on peut rehausser l'aspect, il n'y a pas de problème. Ici, il y a une rupture pour cause naturelle, donc sur ce rivage... sur le récif de Mayotte, ici, il y a une différence de couleur. En fait, là, la rupture, elle est naturelle, c'est parce que l'acquisition s'est faite à 2 horaires de marée différents. C'est encore un littoral qui est soumis à marée. Et donc, sur la partie nord, ici, il y a une hauteur d'eau qui est plus épaisse sur le récif que sur la partie sud. Donc là, on peut pas trop changer, quoi. C'est assez naturel, normal. Alors bon, je vous ai montré des échelles très globales, mais à des échelles très locales, on a aussi des variations d'aspect. Donc ici, on a une double rupture d'aspect en fonction de l'instrument et naturel. Ici, des ruptures pour cause naturelle. Pourquoi? Parce que les ombres sont dans des sens différents. Le soleil a tourné entre les deux prises de vue. Et puis instrumental, pourquoi? Parce que les caméras n'étaient pas tout à fait réglées de la même manière pour la compensation de filet et la netteté des images. Alors maintenant, très globalement, c'est la même chose. Donc c'était une image qu'on avait faite en 2009, quoi.
pour montrer effectivement comment la caméra numérique, globalement, apportait sur les départements un aspect plus pimpant, non seulement très localement, mais aussi globalement. Et donc avant, c'était des prises de vue argentiques scannées, et puis on avait des données un peu verdâtres. Alors voilà pourquoi on avait créé cette carte, mais quand on la rassemble ici, on s'aperçoit qu'il y a un continuum d'aspects qui n'est pas respecté, qui est rompu aussi. Mais ça ne veut pas dire que l'information n'est pas présente localement de manière convenable, quoi. C'est juste que les ruptures de continuum d'aspect, elles s'exercent à différentes échelles, très localement, très globalement, avec des compromis entre telle portion du terrain et telle portion du terrain. Alors ici, je vous ai mis une petite croix rouge parce que c'était juste pour vous montrer que ce qu'apportait la caméra numérique, hein, comme Didier Moissel l'avait montré, donc ça, ou Romain tout à l'heure, tu nous l'avais montré aussi. On a la PVA, une PVA argentique de 2003, et puis on a fin 2008, on a une PVA caméra numérique, donc avec une dynamique des couleurs plus riches, et donc c'est un peu la dynamique des caméras qu'on rencontre aujourd'hui dans le commerce. Alors, le point 5 pour la qualité, c'est aussi, c'est toujours la facilité de la lisibilité de l'information. En fait, donc les ruptures du continuum d'aspect pour causes instrumentales, on peut les corriger en partie, hein, il y a toujours des petites choses qu'on ne peut pas corriger. Et puis pour les causes de changement du paysage photographié, donc photographié il faut un compromis infographique sur l'ensemble du territoire et entre des portions locales. Alors, là, je finis sur une petite note qui est tout à fait personnelle, c'est sur la subjectivité de l'esthétique. Donc, voilà pourquoi je vous parle en continuum d'aspect, en homogénéité, parce que parfois on entend parler de l'esthétique, ouais, c'est pas très beau, etc. En fait, quand on parle en termes d'esthétique, si on emploie les termes de beau, d'esthétique, c'est pas forcément adapté à l'orthophotographie, quoi, parce que les ruptures de continuum d'aspect, elles peuvent tout à fait plaire. Ici, voilà ce qu'on avait fabriqué sur Annecy en 2010, et puis moi j'avais récupéré une étape intermédiaire de production, où dans le lac d'Annecy, il y avait ce diagramme de Voronoi qu'on aperçoit sur le terrain. Et puis moi, je trouve que ça ressemble à, ici, c'est un tapis Ikea, enfin un peu design, et qui est construit à partir de la même structure géométrique qui s'appelle les diagrammes de Voronoi, que j'avais étudié dans ma thèse, non pas en 88, mais en 98, ça fait quand même pas mal de temps. Et puis qu'on retrouve, par exemple, donc, sur les murs ici, hein, de l'ancien hospice, là, sur les murs cyclopéens, il y a des photos de ces murs-là, et puis on retrouve un peu des structures de polygones convexes, etc. Enfin, donc on peut se dire, tiens, on peut apprécier pour des raisons esthétiques les ruptures de continuum d'aspect, quoi. C'est pareil sur l'ensemble du département, hein. Ici, moi j'aime bien quand il y a des striures, parce que ça me rappelle Paul Klee, donc en 1929. Et en plus, c'était un tableau qui porte un titre topographique, puisque ça s'appelle Les grands chemins et les petites traverses, quoi. Donc en fait, on peut tout à fait aimer au nom de l'esthétique d'autres images que les images qu'on cherche à photographier. Mais c'est pour ça quand même qu'il faut raisonner en termes de continuum d'aspect, parce que c'est quand même ce qu'on cherche dans la lecture de l'information géographique dans une orthophoto, c'est un continuum d'aspect, pour que ne s'interpose pas entre notre vision et le paysage qu'on cherche à voir, des effets indus qu'on n'arrive pas à comprendre et puis qui nous font dire « ah ben non, c'est pas beau, c'est pas bien, il y a quelque chose qui va pas ». Mais de toute façon, ce ne sera qu'un compromis. Le 6e point, c'est la qualité temporelle. On en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il nous faut l'ortho la plus récente possible pour nos applications? Et de plus en plus, on s'aperçoit aussi, pour des raisons notamment d'évolution de l'occupation du sol, des études environnementales, vous nous l'avez présenté tout à l'heure, hein, l'ortho historique, de plus en plus, on aura besoin non pas de l'ortho la plus récente, mais de l'ortho la plus adéquate à représenter le terrain à une date donnée dans le passé. Si possible dans le futur aussi, alors peut-être qu'on pourra faire des extrapolations, comme le fait Météo France, hein, à partir d'un film orthophotographique. Peut-être qu'on arrivera à prédire des évolutions. Enfin bon, ça dépend de modèles aussi qu'on attend des géographes. En somme, si on a du bon matériel, si on a des prises de vue denses spatialement et resserrées temporellement, si on a un bon MNT et si on a un œil de photographe, mais aussi de géographe multi-échelle, on a de bonnes orthos. Voilà, merci de votre attention.